Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence qui va traiter des nouveaux modes de travail à travers la digitalisation et la flexibilité des espaces. La crise sanitaire, les confinements successifs et la massification du télétravail ont fait naître de nouvelles problématiques que nous allons nous efforcer de détailler aujourd'hui. Et pour en discuter, nous sommes très heureux d'accueillir pour cette table ronde Valérie Mellul, présidente de NCT. Je vous laisse détailler un peu votre activité. Bonjour, je suis effectivement présidente de NCT, une société de conseil et de transactions immobilières tertiaires. Concrètement, nous accompagnons des entreprises utilisatrices de bureaux, principalement, qui imaginent de nouveaux modes de travail, ou en tout cas qui se posent des questions aujourd'hui sur leur bureau actuel et au fond, quel serait leur bureau de demain. On les accompagne sur cette réflexion, mais on va jusqu'à leur trouver la solution pour qu'ils puissent faire de leurs rêves ou de leurs souhaits une réalité concrète pour eux et leurs salariés. Merci Valérie. Nous avons également Grégory Pardieu, DRH de Vallourec. Je vous laisse vous prêter au même exercice. Alors, DRH de Vallourec, je pense que mon patron n'est pas au courant, mais pas de problème, je vais envoyer un petit SMS. Non, je suis en charge de la transformation RH et de la gestion des talents pour le groupe, c'est suffisant. Et donc le groupe Vallourec est un groupe international qui compte 20 000 salariés et qui fabrique des solutions tubulaires, des tubes pour les acteurs du pétrole et du gaz. Merci Grégory, désolé. Marine Chabot. Non, c'est bon. Associée du cabinet Conviction RH. Je vous laisse détailler votre activité. Merci. Donc Marine Chabot, effectivement, associée au sein du cabinet Conviction RH, et je porte l'offre mode de travail et aménagement des espaces. En quelques mots rapides, Conviction RH est un cabinet qui accompagne ses clients dans toutes leurs grandes transformations avec un angle d'attaque RH. Donc c'est sous cet angle également que j'accompagne mes clients dans tous les domaines d'activité. Christophe Foglio, qui travaille pour M6, DRH je crois. C'est ça. Bonjour, donc Christophe Foglio, DRH du groupe M6. Il se trouve que dans le cadre de cette table ronde, au-delà de mes fonctions de DRH Group, j'ai piloté le passage en mode d'organisation Flex Office de 90% des bureaux du groupe M6 dans une démarche de co-construction avec les salariés, ce qui était nouveau pour nous. Et voilà. Merci Christophe. Philippe Adalbert de Marthez, associé chez HRPass. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Adalbert, je suis associé et membre du comité de direction d'HRPass. Donc HRPass, le groupe HRPass est un cabinet de conseil spécialisé dans les ressources humaines. On est présent dans 18 pays et on a 3 axes d'intervention chez nos clients que dans le domaine ressources humaines. À la fois le conseil, activité que je porte, mais aussi tout ce qui est intégration et tout ce qui est BPO. Merci beaucoup. Et Philippe Ferry, General Manager Employee Relations, EMEA chez Rio Tinto France. Merci, bonjour à tous. Donc Philippe Ferrier, Rio Tinto, comme son nom ne le dit pas, est un groupe minier, activité d'extraction, minerais de fer, cuivre, bauxite et puis minéraux spéciaux, et également un produit groupe qui fait de la production d'aluminium. 40 000 personnes dans le monde à peu près, dont 5 à 6 000 personnes qui sont des fonctions support réparties dans des hubs aux 4 coins, je dirais, de la planète, ce qui fait que quand on reparlera de la digitalisation, on a commencé il y a un certain temps. On va en reparler immédiatement. On a beaucoup parlé de la crise sanitaire comme d'un accélérateur de tendance. Qu'en a-t-il été pour le sujet de la digitalisation et de la flexibilité ? Je vous laisse prendre la parole. Donc nous étions dans un mode déjà de digitalisation intense de par le fait que la plupart des gens en fonction support ont des managers qui sont basés ailleurs. On a 4 ou 5 hubs, Montréal, Singapour, Brisbane, Johannesburg et puis des satellites comme Paris ou Francfort. Et dans ce contexte-là, les gens des fonctions sont rattachés à des gens qui sont beaucoup plus loin. Donc on était en mode télétravail, téléconf, même en étant dans des bureaux, bien avant la crise. Donc en quantitatif, on y était, en outils également. Ce que la crise a changé et accéléré, c'est la partie qualitative et relationnelle. C'est-à-dire que de par notre implantation, on a très rapidement détecté ce qui était en train de se passer. Ce qui fait que fin janvier, on était déjà en alerte maximale, quand en France, on était encore en train de parler de grippette. Et on a assez rapidement commencé à mettre des bureaux complets en home-based. Ce qui nous a permis de, je dirais, apprendre de ces premières expériences, puisque ce n'est pas aussi simple que ça quand des gens qui avaient une certaine logique fonctionnaient. Et notamment, on a une grosse expérience avec le bureau de Singapour qui a été ensuite découplé sur tous les autres sites. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais, Philippe ?
Oui, peut-être une petite précision, une complémentarité, parce que c'est vrai qu'après les typologies de métiers, la crise a eu bien sûr une généralisation du télétravail. Ça a eu aussi en fait des impacts après cette généralisation, puisque dans le métier du conseil, typiquement, à la fois on a traité avec nos clients le fait de retourner chez... Merci. Je dirais traiter à la fois le retour chez nos clients, mais aussi une démarche d'être plus dans une démarche de télétravail. C'est-à-dire qu'avant, on était souvent 5 jours par semaine avec nos clients, chez nos clients, et on a dû traiter d'un point de vue à la fois contractuel, d'un point de vue obligation, et puis nouveau mode de travail, le fait de travailler partiellement à distance, partiellement chez nos clients. Merci beaucoup. On vous écoute, Christophe. Oui, non, mais moi, il marche très bien avec moi. Pardon. C'est ça, bah oui, c'est ça. Non, alors nous, il se trouve que bienvenue au 21e siècle, on était prêts pour le télétravail, et notamment dans le cadre du premier confinement, le confinement dur, puisqu'au mois d'octobre 2019, on a subi une cyberattaque sans précédent qui nous a contraints, d'abord pendant 15 jours, heureusement les antennes de radio et télé pouvaient fonctionner, mais qui nous a contraints de renouveler dans un temps record tout notre parc informatique, et du coup, on a opté pour des PC portables pour tout le monde. Ce qui fait que quand on s'est retrouvé en mars, comme on avait déjà un accord de télétravail qui était signé avec nos délégués syndicaux, eh bien, on était en ordre de marche pour pouvoir télétravailler à distance, quels que soient les métiers, puisqu'il y en a beaucoup des métiers dans le groupe M6. Donc voilà, donc on a été, par la contrainte, finalement, on s'est retrouvé dans une situation plutôt bénéfique quand on a été confronté à ce confinement de presque 3 mois. Merci beaucoup, Marine. Vous voulez prendre le relais ? Oui, alors peut-être simplement pour rebondir, la majorité des entreprises et des organismes publics d'ailleurs se sont mis finalement en marche assez vite, on va dire. Ce qu'on peut retenir surtout, et pour répondre à la question sur l'impact, est-ce que la crise a finalement eu un rôle dans la démocratisation de ces espaces flexibles. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est depuis à peu près le 1er septembre, on a effectivement un retour quand même important au bureau, et c'est maintenant qu'on réfléchit ces espaces et qu'on les imagine plus flexibles, notamment parce qu'on a des postes simplement de travail qui sont disponibles et on veut utiliser les mètres carrés différemment. Donc évidemment, il y a eu un impact, mais en fait, le retour d'expérience, il est pour l'instant assez faible, puisque on cherche les nouvelles manières de travailler dans ce mode hybride qui démarre depuis quelques mois. Merci beaucoup, Grégory. Pour Vallourec, cette crise a été une vraie opportunité, l'opportunité d'accélérer le plan de transformation qui était le nôtre, pour faire assez simple. Le plan de transformation, c'était 2 points. Une première partie, pousser les économies à réaliser au sein de l'entreprise, et la deuxième partie, c'était promouvoir des mindsets, un état d'esprit beaucoup plus agile dans l'entreprise. Donc cette crise, elle nous a permis d'illustrer concrètement ce qu'on voulait faire, puisqu'on a déménagé notre siège social qui était à Boulogne-Billancourt, 8000 m², tout le monde dans une petite cage à lapins, son bureau, ses cloisons, la photo des enfants, etc. Et on est passé à Meudon avec 3000 m² de moins et 100% du personnel en flex, avec, quand je dis 100% du personnel en flex office, c'est-à-dire de la direction générale à l'ensemble des équipes d'assistants des ventes, etc. Donc ça nous a permis de transformer l'essai, de démontrer concrètement ce qu'on voulait faire en termes de transformation. Quand on disait il faut break silos, casser les murs, bien, ce qu'on a fait un siège sans mur, et l'ensemble des équipes sont désormais en flex office à tous les niveaux d'entreprise. Donc ça a été une vraie opportunité pour nous. Merci beaucoup, Grégory. Valérie, pour conclure. Oui, je voudrais juste dire que nous, avec du recul, on a accompagné plusieurs entreprises pendant le confinement. On s'est même accompagné, nous, dans notre réaménagement et la réinvention de notre organisation du travail et de nos bureaux, parce que ça suffisait de donner des conseils aux autres. On voulait aussi avoir une vitrine de notre savoir-faire et démontrer à nos clients qu'on s'imposait les conseils qu'on donnait. Ce qu'on remarque vraiment en termes de réflexion des modes de travail, c'est pas la crise, elle a été un accélérateur, un catalyseur, mais au fond, c'est bien la révolution digitale qui permet de réfléchir au travail, au lieu de travail d'une autre façon, et de l'imaginer comme avec plusieurs lieux.
Donc peut-être à la maison, peut-être dans du coworking, peut-être dans un lieu central et avec des antennes, et de ne plus imaginer seulement un seul lieu où rassembler les gens tous les jours à la même heure pour faire quelque chose. La deuxième question, en tout cas la question qui vient aujourd'hui sur le marché constamment, c'est si j'ai des bureaux, alors pourquoi faire ? Donc, et avant, on ne se posait pas la question. On avait des bureaux parce qu'on avait des bureaux pour aller travailler. Maintenant, on a un lieu collectif de travail et on doit définir ensemble, avec les partenaires sociaux, les managers, les collaborateurs, la direction, au fait, quel est l'intérêt d'être là ensemble et donc comment il faut imaginer ce lieu pour que ça ait un sens et une utilité. Justement, Valérie, quelles sont les grandes tendances en matière d'aménagement des lieux de travail aujourd'hui ? Alors moi, je suis très mesurée, et ce n'est pas ma spécialité d'être mesurée, pourtant, pour ceux qui me connaissent bien, il y a plein de solutions. Et j'ai été exaspérée pendant toute cette période de voir des articles, d'ailleurs, du côté de l'immobilier ou du côté RH. J'étais 25 ans des RH avant de passer du côté de l'immobilier, d'entendre la solution. Je trouvais ça mais minable. Parce qu'on était en pleine crise et on sait tous qu'en pleine crise, on est dans un monde contraint de survie versus le futur. On ne savait même pas si il y allait avoir un futur ou lequel. Donc la taille de l'entreprise est un facteur, parce que le niveau des bureaux. On voit, alors je vais vous dire, grand 1, des gens qui étaient loin, soit des transports, soit un peu perdus dans la pampa, ceux-là, ils vont revenir plus proches. On voit qu'il y a un vrai mouvement de centralité dans la recherche du lieu. En tout cas, du lieu central, et voilà la deuxième tendance, du lieu central qui fait vivre une expérience collective et qui sert de totem à l'entreprise. Vive la marque employeur, vive la marque pour les clients. Il n'y a pas que de l'expérience client, il y a de l'expérience candidat. Ça, on voit que ce n'est pas seulement une envie, qu'il y a un besoin collectif de se retrouver à un moment donné dans des bureaux, de quelque manière que ce soit. Dans l'industriel, ça ne sera pas pareil qu'avec des commerciaux, ça ne sera pas pareil qu'avec des comptables et des fonctions support. Que le tout flex office n'est pas très bien vécu par les salariés. Je ne dis pas... alors, attention aux mots, parce que je suis sûre que si on discutait pendant un peu longtemps, on arrivera à dire « Ah, c'est ça que tu entends par flex office ». Donc, le bureau où quelqu'un arrive et ne sait pas où il peut aller, ça, on voit que déjà le premier tour d'expérience, parce que ça fait 5 ans que ça existe, 5-10 ans déjà, celui-là, attention. Et que les gens préfèrent prendre moins de mètres carrés dans des endroits plus proches des transports, qui plus est avec de l'espace extérieur, mais vont imaginer des quartiers ou en tout cas des bureaux où il y a un minimum de repères collectifs et ensuite beaucoup de flexibilité, quelle que soit la nature de la flexibilité. Voilà déjà pour les premières tendances. Merci beaucoup Valérie. J'élargis aussi la question sur les tendances de l'aménagement à ce que vous avez pu pratiquer dans vos fonctions respectives. Grégory, je vous laisse prendre le relais. Oui, effectivement, le flex office, ça peut être un gros mot comme ça peut être un succès. C'est comme tout, c'est une question de méthode. Et sur la partie accompagnement des collaborateurs, on était, comme vous tous, en plein confinement. Les gens, on leur a dit, bonne nouvelle, vous allez déménager. Donc là, l'enthousiasme général, vous l'imaginez. Et donc, ce que l'on a fait, c'est à distance mettre en place un certain nombre de démarches hyper collaboratives pour que les gens puissent designer leur espace de travail, c'est-à-dire choisir les bureaux, choisir la moquette, choisir tout finalement, faire des votes. Et ça a créé finalement de l'appropriation. Et ensuite, lorsqu'on a bien avancé sur le workplace, on a fait réfléchir les collaborateurs et les managers ensemble sur ce que ça veut dire d'être manager en mode hybride et ce que ça veut dire d'être collaborateur en mode hybride. Et donc, ils ont défini chacun ce que ça voulait dire dans les deux cas d'être collaborateur manager en mode hybride. Et pour lorsqu'ils rentrent le premier jour à Meudon, en full flex,
ils puissent avoir les références. Donc le fameux pourquoi je reviens, je reviens pour faire du télé fragile, c'est-à-dire des activités télé fragiles, des activités qui ne résistent pas au télétravail, et puis tout ce qui est télé robuste, ce qu'ils avaient identifié comme télé robuste, je le garde lorsque je suis à la maison. Et ça a permis finalement de créer un bel effet d'entraînement. Je fais court. Merci Grégory. Marine. Oui, alors je rejoins effectivement ce qui a été dit, et notamment sur les effets un peu d'annonce de certains groupes, typiquement, alors on va pas forcément citer, mais on ferme complètement, on ferme complètement les bureaux, on laisse partir les collaborateurs, soit chez eux, soit ailleurs, etc. Enfin, aujourd'hui, il y a effectivement de toute façon un enjeu, on sait, de gérer le collectif, de faire revenir au bureau, mais de s'assurer que la marque employeur vit. Et en l'occurrence, je suis tout à fait d'accord avec l'importance de la co-construction et du sur-mesure. Il n'y a aucune solution qui marche partout pareil. Également, il faut bien penser qu'on est humain, qu'on est un animal social et qu'on a besoin de repères, qu'on a besoin de savoir où va être assis son manager. Donc, il faut réfléchir les locaux dans ce sens-là. Et puis, il y a des outils qui vont permettre aussi de faciliter un maximum l'appropriation des locaux pour les collaborateurs. Il y a des choses du type des applications qui permettent de savoir où sont positionnées les équipes, est-ce que les espaces sont disponibles en temps réel. Donc ça, c'est de la digitalisation des espaces. Et puis, il y a un autre point aussi qui me semble important, c'est de réussir à offrir une expérience collaborateur de bout en bout quand les collaborateurs sont dans les espaces de travail, et notamment sur la digitalisation, puisque tous les espaces aujourd'hui doivent être digitalisés. Donc ça a un coût, et c'est d'ailleurs un des principaux sujets pour mes clients, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème pour réfléchir, faire co-construire, etc. Mais ensuite, effectivement, ça engage derrière des coûts importants, à la fois de réaménagement, mais aussi d'équipements audiovisuels, d'équipements d'applications, comme je le citais tout à l'heure, etc. Donc voilà, c'est un sujet qu'il faut penser au global avec l'ensemble de ces impacts. Merci Marine. Christophe. C'est exactement tout ça qu'on a fait. D'abord, on avait pris un postulat de départ sur le flex qui était unité de lieu, unité d'organisation. Donc moins de bureaux, il y a un ratio qui est chez M6 de 0,7, donc pour 100 salariés, il y a 70 bureaux. Mais le manager et son équipe sont ensemble. Mais il n'y a plus de bureaux individuels. Et comme chez vous, Nicolas de Taverneau, le président du directoire, il n'a pas de bureau. Il n'a pas de bureau fermé, il est en flex, comme tout le monde. Bon, on l'a mis dans un petit coin quand même, mais il est en flex. Et il n'est pas toujours au même endroit. C'est ça, pas toujours sur le même bureau. C'est pas mal l'idée de mettre le patron au coin, c'est une bonne idée. Et vous retiendrez ça, bien sûr, comme ça, je reviendrai pour l'année prochaine. Et donc, unité de lieu d'organisation, parce que sinon, c'est le collectif de travail qui est remis en cause. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc on ne s'assoit pas en face de quelqu'un qu'on ne connaît pas, d'une autre division ou de je ne sais quoi. Mais effectivement, avec le télétravail, avec des outils, il se trouve que nous, on a pris un outil digital qui s'appelle Mofi, qui permet de réserver son bureau, qui permet de savoir qui se trouve en face de soi. On peut aussi réserver des bureaux ensemble pour travailler sur un dossier, un mode projet. Enfin bon. Donc toutes ces choses-là, c'est effectivement ce qu'on a mis en œuvre en faisant de la co-construction, parce qu'effectivement, quand on quitte, alors il se trouve que nous, dans un contexte assez précis, on a 4 immeubles dans Neuilly. On a fait des projets de croissance externe, des acquisitions importantes, puisqu'on a racheté la radio RTL, puis on a racheté les chaînes jeunesse de Lagardère, dont Gulli. Et là, on était donc fin 2019, avec en plus la cyberattaque. Et on s'est dit, on ne va pas prendre de locaux supplémentaires, donc on va passer en mode flex office. Donc très basique comme raisonnement. Et il se trouve que quand vous faites l'acquisition d'une société dans laquelle il y a des salariés qui ont tous un bureau individuel, qui ne sont jamais passés en open space et qui vont se retrouver en flex office, si vous ne co-construisez pas, ça ne peut pas marcher. Et en fait, ça a super bien marché. Parce qu'on avait des méthodes assez simples. Le plan de l'étage en format A0, donc comme une grande carte de France, vierge. Les mobiliers qui étaient tous les types de mobilier, que ce soit le mobilier de bureau, les espaces créatifs, etc., qu'on avait présélectionnés, qui étaient à l'échelle, comme des petites cartes à jouer. Et on leur a dit, bon, maintenant, allez-y, vous placez, vous imaginez vos bureaux. Puis on était là pour les guider, pour avoir suffisamment de salles de réunion, de call room, de choses comme ça. Mais ils ont construit leur espace de travail. Et évidemment, quand on fait ça, ça fonctionne.
Philippe, un mot à dire? Un mot supplémentaire, en fait, sur je pense deux éléments importants. On parle beaucoup de fréquentation. Donc c'est vrai que c'est un des éléments importants aujourd'hui, c'est comment on permet à chaque personne de revenir. Les attentes sont différentes en fonction de leur situation géographique. Mais il est important de pouvoir gérer cette fréquentation. Et cette fréquentation, d'une part, pour organiser et garder des espaces et répondre au sujet des mesures de distanciation, de sécurité. Mais aussi pour pouvoir bien gérer, parce que nous, en particulier, on travaille beaucoup en mode projet, l'animation des managers autour de leurs équipes. Et ceci à la fois lorsqu'ils sont sur le site et sur le lieu de travail, avec des espaces qui sont collectifs, mais réservés pour une équipe. Et puis, je dirais aussi cette animation qui doit se faire au-delà, c'est-à-dire lorsqu'il y a du télétravail, lorsqu'on nous sommes à distance, et garder une proximité, une certaine animation. Alors c'est vrai que les outils permettent beaucoup de choses, mais après, il y a une dimension managériale qui est extrêmement importante, et on essaye d'accompagner tous les managers dans la dimension, la proximité, au quotidien avec l'ensemble des collaborateurs qu'ils peuvent avoir. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais me placer sur un tout autre angle, parce que comme on était déjà très organisé d'un point de vue de télétravail, FlexOffice qui disait pas son nom, mais qui était à peu près pareil, ce qui s'est passé avec la crise, c'est qu'on s'est retrouvé avec des gens qui étaient à la fois en mode stress côté travail, parce que toutes les supply chains étaient désorganisées, c'était le bazar partout, donc il fallait s'assurer quand même que les business tournent, avec en même temps le conjoint, les enfants, etc., en train de faire du télétravail aussi un peu partout dans le monde, pour les mêmes raisons, même le chien. Et dans ce contexte-là, il y a eu tout un travail, ça a eu l'avantage de briser une relation de télétravail qui était mécanique, froide, technocratique, tel que nous l'avions, à quelque chose de beaucoup plus implication personnelle des managers, prenant en compte tous les aspects personnels de la vie des gens. Donc ça a créé une ambiance cocooning particulière et il fallait accompagner la sortie de cela. On n'a pas touché aux locaux. On a plus d'espace, on n'a pas réduit les espaces, on les a gardés tels quels, mais avec une présence qui est moins importante qu'elle ne l'était. Par contre, on a accompagné à la fois la sortie de ce mode où, je dirais, la maison était devenue finalement une espèce d'abri à peu près tout, à quelque chose à réintégrer la vie d'après, même si la vie d'après ressemble beaucoup à celle d'avant. Et donc, on a fait intervenir des workshops avec des philosophes, avec un certain nombre de gens, pour accompagner, je dirais, cette transition, jusqu'à ce qu'elle arrive, et elle est arrivée pour une bonne partie des sites, je dirais, à la fin de cet été. Et on a réorganisé des town halls et des choses comme ça, ou des événements extérieurs, où on a à nouveau fait venir des intervenants extérieurs, pareil, plutôt philosophes que conseillers en management, pour parler de ce que signifiait cette crise, qui n'est peut-être pas finie, dans la vie de tous les jours, dans les décisions personnelles, dans la partie travail. Mais toute la partie infrastructures locaux, on a essayé de minorer au maximum les choses. Merci beaucoup. Vous avez accompagné au cours de la crise sanitaire, du retour au travail, vos collaborateurs et clients dans leurs différentes démarches. Est-ce que vous avez pu estimer leur degré de satisfaction des outils de mesure? Peut-être, je vous laisse reprendre, Philippe. Oui, il y a eu plusieurs séquences. Alors, on va dire qu'il y a eu... Le principe était d'avoir un contact permanent. Je dirais, tous les managers au niveau mondial avaient pour consigne d'avoir un contact permanent avec leurs gens et pouvoir piloter ces retours-là. Et compte tenu de l'accompagnement, compte tenu des logiques que l'on a pris, je dirais le taux de satisfaction est assez élevé. Après, en fonction des endroits, des régions de là où on est, il y a des contraintes supplémentaires. Si vous êtes en région parisienne et venir bosser à Paris depuis qu'on est rentrés tous post-Covid, c'est quand même un peu un enfer, avec les problèmes de circulation, les problèmes de transport en commun qui se sont aggravés, etc. Donc il y avait une véritable angoisse autour de ça. Donc on a accompagné et on a pérennisé, on avait un accord télétravail 2 jours qui finalement ne concernait au début qu'un certain nombre de gens, qui aujourd'hui concerne 90% de la population. Et en plus, on a mis obligatoirement une journée en flex-office. Donc les gens ne sont présents que 2 jours par semaine au bureau, et il y a une journée obligatoire pour tout le monde. Voilà. Et ça donne satisfaction. Juste pour compléter de manière assez classique l'enquête de satisfaction, en tout cas une première enquête qui a été menée chez nous pour pouvoir mesurer les attentes, les comprendre, ça c'est extrêmement important, et puis favoriser dans cette communication la démarche de retour. Ça c'était le premier point, et le deuxième point qui est encore plus important après, c'était de mesurer si tout ce qu'on avait pu prendre comme mesure correspondait finalement aux attentes. Et c'est vrai qu'on a pu mesurer et adapter, et on essaye et on continue à adapter, parce qu'on parlait tout à l'heure d'impact, il y a eu des changements, il y a un certain nombre de transformations, mais finalement on n'en est qu'au début, puisqu'on parle de nouveaux modes d'organisation de travail. Et il est clair que l'idée, c'est de continuer à mesurer la satisfaction. Et je vais prendre un exemple qui est
l'aspect coworking, puisqu'on a essayé de créer en fait de la proximité avec l'ensemble des collaborateurs. Et c'était comprendre si finalement la création d'espaces de coworking, un peu partout en France, pour générer plus de proximité, était finalement répondait à leurs attentes. Et on s'aperçoit que finalement c'est un compromis qui bien sûr convient à certains et moins à d'autres, mais qui permettent de pallier en fait en tout cas à des déplacements et à des transports qui sont relativement longs et difficiles pour les employés. Merci beaucoup. Christophe? Oui, ben on a fait aussi des enquêtes, une enquête d'opinion, je crois fin avril, lors du premier confinement, pour prendre effectivement le pouls, savoir si l'exercice du télétravail à 100% représentait un certain nombre de difficultés, et il en représente évidemment. On a aussi beaucoup travaillé sur la communication interne. Alors, on a un réseau social d'entreprise. J'ai regardé avant de venir, on a globalement envoyé un communiqué interne tous les 3 jours pendant toute la durée du Covid, et ça continue aujourd'hui. Alors là, il y en a moins, puisque évidemment on est en présentiel et c'est plus simple, mais on a énormément communiqué. Et on a, même pendant le confinement, ce premier confinement, on a transformé des choses qui étaient en présentiel, en digital, jusqu'à emmener avec nous les affaires culturelles et sociales du CSE, puisque les coachs sportifs qui venaient le mercredi midi emmener des salariés courir dans le bois de Boulogne pour faire du fractionné, on les a transformés en cours à l'heure du déjeuner, mais en Teams et en Zoom, de préparation physique et d'entretien. Donc on a vraiment essayé de continuer à préserver cette dynamique d'interaction sociale, même si évidemment les collègues étaient tous chez eux enfermés, mais pour continuer à garder cette dynamique du collectif qui pour nous est quelque chose d'extrêmement prégnant chez M6. Merci beaucoup. Marine? Alors, si on parle satisfaction, je découperai en fait plusieurs périodes. La majorité de nos clients, on a fait effectivement des mesures pour savoir comment se sentaient les collaborateurs. Mais il y a vraiment le avant l'été, le après l'été, et puis il y a maintenant. Donc, avant l'été, globalement, les collaborateurs étaient satisfaits si il y avait eu proximité managériale et communication institutionnelle. C'est-à-dire que le reste, la technique en tant que telle, tout ce qui peut être réponse technique, était pas forcément la vraie attente. Par contre, depuis cet été, là, on est plutôt sur qu'est-ce qu'on fait maintenant pour moi concrètement dans les nouveaux espaces. Au fait, si on ne m'a pas encore équipé, moi, en télétravail, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Donc là, les attentes de ce qu'on ressent, elles sont beaucoup plus solutions. Et dans l'avenir, en l'occurrence, il y a un empressement, je trouve, de la part des collaborateurs et une augmentation de cette attente, notamment chez certains de nos clients qui ont choisi de patienter. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont dit on va laisser une charte, par exemple, télétravail expérimental, encore pendant quelques temps, pour finalement déterminer quelles sont les bonnes modalités. Parce qu'on l'a dit plusieurs fois, il y a l'avant-crise, il y a le pendant-crise, et puis il y a l'après-crise, qu'en fait, on n'a pas encore complètement stabilisé. Et parmi ces clients, et moi je trouve que c'est plutôt une bonne option de dire ne nous précipitons pas en fait, dans des définitions de modalités de télétravail, dans des nouveaux aménagements. En tout cas, il fallait certainement, à mon avis, pas le faire au mois de septembre. Là, voilà, on sait qu'il faut communiquer très fortement auprès des collaborateurs pour leur expliquer quelle est la feuille de route et qu'ils comprennent bien qu'il y a des choses qui vont être mises en place. Merci. Grégory? Sur le niveau de satisfaction, moi je vais analyser le niveau de satisfaction des collaborateurs dans le cadre du déménagement. Et lorsqu'on a annoncé le déménagement, le taux de satisfaction était proche de moins 12 probablement. Et parce que les gens forcément ont changé d'habitude, il faut déménager. On passe du bureau confortable à l'open space, parce que c'est comme ça qu'ils le considéraient. Donc on a fait de la sémantique déjà, pour expliquer ce que ça voulait dire passer en flex, et on a clarifié la philosophie, en disant ce qui va se passer, c'est que vous allez habiter dans un village. Et donc vous aurez votre village, il y aura le village de la DRH, le village des commerciaux, et vous allez dire quels sont vos voisins. Donc cette idée de co-construction, elle nous a permis de voir le taux d'insatisfaction basculer dans le vert et devenir un taux de satisfaction. Donc déjà, le fait d'avoir cette démarche hyper participative, puisqu'on a eu 60% des collaborateurs qui ont contribué concrètement au design du workplace de notre nouveau siège. Donc, premier élément, la co-construction a été un élément positif. Ensuite,
le fait de définir eux-mêmes les usages, ce que je vais faire lorsque je suis en télétravail, ce que je dois faire lorsque je suis au siège, ça a vraiment permis de créer de l'appropriation. Et ensuite, lorsqu'on a déménagé, forcément, on a analysé les insatisfactions. Il y avait le SAV où les gens devaient remonter ce qui n'allait pas, et on se rend compte que ce qui n'allait pas, c'était exclusivement ou à 99,8% des problématiques de mobilier. Ma chaise est cassée, mon écran, je n'arrive pas à le régler, et pas des problématiques d'usage. Donc pour nous, ça a vraiment été quelque chose de positif, et donc si c'est du mobilier, c'est facile à solutionner. Et on a réalisé il y a 2 semaines l'enquête opinion, comme tout le monde, et on se rend compte que le taux de satisfaction du personnel, il est exactement le même avant, c'est-à-dire il y a 1 an, et maintenant. Donc les collaborateurs sont satisfaits, d'autant plus que c'est pas qu'une question de workplace, c'est une question aussi de la capacité qu'on a eu à démontrer la confiance, puisqu'on est passé d'un accord de télétravail à un jour fixe, un peu old school, je vous le concède, à 120 jours full flex, avec 1 jour par semaine pour les rituels managériaux. Et donc ça a vraiment permis aussi de matérialiser la confiance qu'on avait, nous, entreprises, dans nos collaborateurs, ce qui fait que le taux de satisfaction, il est, comme d'habitude, plutôt très bon dans l'entreprise. Merci beaucoup, Grégory. Valérie, un mot là-dessus. Au-delà de ce que nous, on a fait, moi, je note quand même que le sujet d'immobilier est devenu un sujet RH par le sujet des modes d'organisation du travail. Mais moi qui fréquente maintenant le secteur de l'immobilier beaucoup et qui essaye d'évangéliser pour qu'il y ait un maximum de RH qui prennent les sujets à bras-le-corps, je suis ravie qu'il y ait un événement RH où on parle d'immobilier. Ça veut dire que ça commence à avancer. Parce qu'au fond, le lieu, c'est un lieu pour qui ? Pour des hommes et des femmes. Et pour la gestion d'un collectif. Vous avez dit, le principal, c'est remettez un objectif, un sens. Quand un DRH s'en mêle, il va forcément travailler le collectif, le plus souvent la co-construction, il va avoir des étapes de méthode et il ne va pas oublier l'implication des managers. On commence à avoir des bons ingrédients de recettes en matière de conduite de changement. Ce que je peux vous dire en plus, c'est quand monsieur parle de 0,7 comme coefficient, en fait, on a l'impression que c'est raide. Non, c'est super large. Parce que le taux d'occupation moyen d'un bureau, je l'ai appris autant que je vous le donne aussi, puisqu'avant, moi non plus, je ne savais pas. C'est 0,6. Quand on mesure la présence, d'accord, d'un collaborateur à son bureau, en fait, à 0,6% du temps, il est à son bureau. Le reste du temps, on n'en a pas besoin. Ça s'appelle un taux d'occupation. Donc, quand on est à 0,7, on est déjà on est généreux. Alors, il se trouve que nous, on avait fait une analyse. Donc, on avait pris un petit cabinet. Et pendant toutes les heures, il passait dans les étages. Parce qu'en fait, ce qui est important aussi, je ne l'ai pas dit, c'est que dans ce projet de migration sur le flex, on y est allé étage par étage. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'angoisse et d'anxiété au moment du passage en flex. On a commencé par 3 étages dans un de nos bâtiments. Et avec nos élus, on avait décidé qu'au bout de 3 semaines d'aménagement, on mettrait une sorte de bureau d'écoute 1 fois par semaine, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Le premier bureau ouvert, 150 questions pour un étage de 80 salariés. Donc vous voyez le genre. Et au fur et à mesure du déploiement du flex, on a conservé ce dispositif, mais à la fin, il n'y avait plus de questions, il n'y avait plus personne ne venait en fait. Donc ça permettait aussi de faire une vitrine et de démontrer par l'usage que le flex, ce n'est pas une calamité, ce n'est pas une catastrophe. Si on n'a plus son bureau individuel sur lequel on a la photo de ses enfants, je ne sais plus qui, c'est toi qui disais ça, je crois, parce qu'on travaille autrement, parce qu'on a plusieurs environnements de travail, alors que jusqu'à présent, on n'en avait qu'un, c'était son bureau, qu'on peut avoir des espaces créatifs, des espaces collaboratifs. Donc tout ça, ça contribue dans la co-construction à faire en sorte que on emmène les gens et puis surtout, ils se sécurisent en voyant que ça marche. Et le deuxième point sur l'immobilier, c'est que vous voyez que c'est un levier de transfo. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé. Vous voyez qu'à chaque fois, dans les cas qui sont cités, et chez nos clients, c'est pareil. En tout cas, quand c'est correctement fait, l'accompagnement, il est au service d'une ambition ou d'une problématique. Parce qu'on entend aussi des entreprises qui doivent
clairement trouver de l'argent en ce moment, réduire aussi leurs frais structurels. Je vous rappelle que l'immobilier, c'est le deuxième poste de charge. Donc si vous voulez trouver des sous, allez regarder du côté de l'immobilier. Et puisque maintenant on a plusieurs modes de travail possibles, on peut réfléchir à est-ce que finalement on n'a pas un lieu qui devient symbolique de l'ambition qu'on doit développer, mais pas forcément extensif en termes de mètres carrés. On va choisir du quali versus du quanti. Donc nous, ça c'est une... Et vous voyez que là, on nous a décrit des situations que je ne connaissais pas, qui sont très symptomatiques du sujet aujourd'hui. Soit des recherches d'économie, soit des fusions-acquisitions, soit des sujets d'expansion. Nous, on accompagne des licornes qui ne savent pas très bien leur parcours de croissance, mais qui doivent se multiplier au fur et à mesure de leur succès. Alors, ça veut dire que quand on a imaginé ces bureaux, ou en tout cas son lieu collectif, moi aussi j'utilise beaucoup le village, la place de village, etc. Et on l'a fait chez nous. Et si ça vous intéresse, je serais ravie de vous payer un café et de vous le faire visiter, parce que rien ne vaut une visite, avec une place de village, parce qu'on a repris des symboles français de rites et de rituels pour se rencontrer collectivement, à la fois virtuellement et à la fois physiquement. Mais je crois que c'est aussi très important de le dire, ce sont des formidables leviers de transformation, et je crois que les RH étaient avant en conséquence du truc, c'est-à-dire qu'il fallait se taper la présentation aux organisations et aux élus. Maintenant, elles sont en amont, et donc elles enrichissent le dispositif d'accompagnement intelligemment pour l'expérience collaborateur. Merci Valérie, on va garder un peu de temps pour les questions. Est-ce qu'il y en a... J'avais prévenu. Il faut la débrancher. Est-ce qu'il y a des questions Oui. Comment ça se passe pour les micros? Je vais apporter le micro. Je vais donner un. Bonjour, Thomas Domini de Berlitz. Alors, moi, ce serait plutôt une question pour Grégory Pardieu. Vous avez déménagé du coup votre siège jusqu'à Meudon. Comment vous arrivez à embarquer les gens pour aller jusqu'à Meudon? Parce qu'il y a aussi un critère géographique. Ça va, c'était Boulogne. Et en fait, souvent, on voit que des gens recherchent des jobs dans dans leur zone géographique et leur lieu d'habitat proche. Ouais, c'est une super bonne question parce que c'est pas un hasard si on va à Meudon. Pour choisir le lieu de notre déménagement, on a pris un certain nombre de critères, notamment l'impact temps de trajet. Il n'y a pas qu'un critère financier, bien sûr que le critère financier est important, mais on a choisi un lieu où l'impact de temps de trajet était le moindre. Et Dieu sait qu'on aurait pu gagner plus d'argent en allant à Vélizy, par exemple. Mais bon, ils auraient perdu leur futur DRH, hein, c'est ça. Mais en tout cas, dans le choix d'implantation, on a évalué l'impact pour les collaborateurs. Ensuite, on a 20 à 25% de collaborateurs qui prennent entre 20 et 30 minutes de temps de trajet en plus, ce qui n'est pas neutre au quotidien, ça fait 1 heure. Et donc, pour cela, l'idée, ça a été de dire, oui, on déménage, mais on va donner plus de télétravail. Et donc, ça a permis aussi de se dire, OK, tu fais l'effort un petit peu plus... l'effort de temps de trajet, il est plus élevé, mais il est moins fréquent. Donc ça a été un point important. Et puis, en termes de communication, on a fait de la com comme des malades pendant les 6-8 mois de notre projet. Et ça a été important parce que l'acculturation, et on a fait de la conduite du changement. Tout à l'heure, quand Valérie dit c'est un sujet fait par les RH, on a vraiment cherché à faire de la conduite du changement, pas comme dans les bouquins, mais vraiment comme il faut la faire. Et ça nous a permis d'engager les collègues. Et puis, on a fait beaucoup de visites. Donc, ils ont pu aussi voir les choses pour de vrai. Et quand on matérialise l'espace de travail pour de vrai, ça lève aussi les craintes. Donc, on a cherché à travailler comme ça. Et je fais court, parce que sinon, il va me débrancher aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, directrice innovation. J'ai une question. Je n'ai entendu aucun de vous parler de coworking. Est-ce que vous avez eu des cas de demande de salariés d'installer, que ce soit vous qui installez des espaces de coworking propres à votre activité? On a beaucoup de clients qu'on accompagne sur une multiplicité de choix. C'est ce que je vous disais. Les coworking aujourd'hui à Paris, ils ont pris à bail 30% des espaces disponibles. D'accord? Donc c'est énorme.
que ce soit Regus, Morning Coworking, il y en a plein, d'accord ? Ils permettent de répondre à une problématique particulière. Mais n'oubliez pas, prendre un espace dans ces lieux-là est cher. Et donc, il faut que ça soit ponctuel ou pendant une période particulière. Là, c'est super intéressant pour des entreprises. Ou que ça soit balancé, comme le disait quelqu'un, par du télétravail. Vous voyez ? Donc, mais quand vous faites des recherches d'économie, je vais vous donner un tuyau. Ou alors vous aviez des espaces, et dans ce cas-là, demandez à votre responsable des services généraux qui vous explique où il met l'argent. Mais autrement, le coworking, c'est cher pour des grandes entreprises. En revanche, pour prendre des petites surfaces ou ponctuellement, c'est une des solutions avec ses bureaux, le home office ou une antenne supplémentaire de travail. Quelqu'un d'autre sur cette question, Marine ? Oui, volontiers. Alors, il y a effectivement plusieurs options. Alors, nous-mêmes, on est chez un coworker, mais à la limite, c'est pas tellement le sujet important. On a des clients qui nous ont posé la question, effectivement, de est-ce que c'est une bonne idée ou pas de prendre des espaces de coworking pour réduire les temps de trajet. Nous, notre opinion, c'est oui, à condition que les gens puissent quand même se retrouver dans ces espaces de coworking. Si c'est finalement pour que chacun soit tout seul dans son espace de coworking, alors oui, peut-être que pour les télétravailleurs qui n'ont pas des bonnes conditions de travail chez eux, ça peut être une solution. Mais il faut que, encore une fois, on assure la cohésion, le collaboratif, que les gens puissent se voir. Donc on travaille avec un partenaire sur le sujet pour notamment sélectionner, alors surtout en région parisienne on le fait, sélectionner les 2-3 espaces de coworking dans Paris qui en fait permettraient de réduire drastiquement les temps de trajet des collaborateurs, mais de prendre des espaces en fait, du coup, que 2 ou 3 espaces dans Paris dans lesquels les gens pourraient se regrouper. Et surtout, on donne des règles qui sont... il faut limiter les choses, c'est-à-dire que ça n'empêche pas à un moment donné de retourner au siège social ou en tout cas à l'endroit qui est le totem dont on parlait tout à l'heure pour qu'on assure cette cohésion sociale. Après, alors est-ce que ça va aboutir, mais il y a une proposition de loi sur pas de tickets restaurants, mais tickets bureaux. Bon, on n'en a plus entendu parler, il y a eu juste la proposition de loi. On verra, mais bien sûr, c'est un... Oui, non, mais évidemment. Mais bien sûr, c'est un sujet et ça peut être une solution. Mais je suis pro coworking, mais à prendre avec des pincettes. Voilà. Nous, on a des bureaux en coworking. C'est-à-dire que moi, j'ai des antennes, des équipes qui sont qu'en coworking. Pourquoi ? Parce qu'à 80%, ils sont nomades. Donc, le coworking, on a pris un espace chez à Aix et un à Porte de Bercy. Vous voyez, parce que c'était un moyen de leur trouver un petit espace pour eux, dédié pour eux. Mais ça ne valait pas le coup que je prenne des bureaux parce que les surfaces étaient trop grandes en bail. Mais en revanche, en coworking, c'était intéressant. Donc, à chaque fois, nous, on couple ça avec les études de temps de transport. Et des fois, la solution, c'est plutôt pas en centralité dans Paris, mais des fois à l'extérieur, parce qu'on s'aperçoit qu'on a un nid de collaborateurs, entre guillemets, avec une unité de service ou une unité de production qui a un intérêt à se retrouver. Et là, ce qu'on va conseiller, c'est de dire, OK, votre totem central, il est là, mais vous devriez peut-être offrir un coworking à telle et telles équipes qui habitent plutôt en quart isochrone, là, pour qu'ils puissent aussi se rassembler de temps en temps. Merci Valérie. Quelqu'un d'autre sur ce sujet ? Je veux bien rajouter juste un petit mot. J'avais évoqué rapidement le sujet du coworking parce que c'est vrai que ça a trois impacts. On avait fait donc dans une des études, on avait eu ce retour sur le besoin de coworking. En fait, ça répond à 3 critères. Le premier critère, il est économique. Nous, dans certains pays, on a des petits pays, donc c'est vrai que ça permettait en fait d'arrêter certains loyers, mais de garder entre guillemets le fait que les salariés puissent se retrouver ensemble. Un vrai sujet. En tout cas, dans certains lieux où il y avait moins de personnes. Donc c'est un sujet économique, mais il y a aussi un sujet qui est un sujet entre guillemets de proximité, puisque et de difficulté de travailler chez soi. On l'a évoqué tout à l'heure avec les enfants, avec la famille, dans des espaces réduits. Donc une possibilité de continuer à travailler dans des espaces qui sont proches de chez soi. Et puis le dernier point peut-être le plus important, c'est que ça permettait de recréer un peu plus, puisque avec le télétravail, on l'a tous connu, un lien social assez fort, un travail en mode projet et donc une proximité entre les équipes. Donc ça, c'était extrêmement important. Voilà.
Merci beaucoup, merci pour votre participation, merci pour votre attention. La prochaine conférence qui se donnera dans cette salle est favoriser les mobilités internes et externes. Merci à tous. Merci.